Jacques Garfein a été, avec Lee Strasberg et Elia Kazan, l'une des chevilles ouvrières de l'acteur studio après la guerre. Mais il s'agit d'un des nombreux jalons d'une existence qui commence en Tchécoslovaquie, se poursuit par la Shoah, puis aux États-Unis et en France, où Jacques Garfein s'est imposé comme un réalisateur de premier ordre et un professeur d'art dramatique prisé par les plus grands. C'est ce parcours hors du commun qui est retracé dans The Wild One, un documentaire de Tessa Louise Salomé qui sort le 10 mai au cinéma. Pour en parler, sa réalisatrice. Tessa Louise Salomé, bonjour. Jacques Garfein est, dans votre très bon film, un personnage absolument hors du commun. Et donc véritablement un parcours qui est incroyablement riche et qu'il est bien évidemment compliqué de retracer en 15-20 minutes. Mais on va le faire. Jacques Garfein commence d'abord en Tchécoslovaquie, dans une famille juive, et qui donc, comme toutes les familles juives, en Europe centrale, enfin en Europe d'ailleurs, se trouve confronté à la Shoah. Pouvez-vous nous raconter d'abord comment se déroulent les choses pour lui durant la guerre ? Son père s'est engagé très tôt et a été un des leaders de son village, à Bardejov. Et très vite s'est aperçu et a compris le danger qu'il était. Et s'est associé avec plusieurs personnes et a été rapidement envoyé en Hongrie pour prévenir. Et donc la famille Garfein, Garfein Spiegel parce que sa mère est hongroise, a dû se débrouiller tout seul. Donc elle s'est retrouvée, sa mère, avec les deux enfants, et en espérant que le père revienne. Et à un moment, ils ont dû prendre une décision et ont dû partir le rejoindre et traverser un périple incroyable avec beaucoup de rebondissements qui sont racontés en partie dans le film et fuir Bardejov. Alors donc, bien évidemment, se retrouver en Hongrie jusqu'à une certaine date, je veux dire, c'est une garantie de sécurité, parce qu'effectivement, jusqu'à 44-45, les Juifs en Hongrie sont épargnés. En revanche, il y a un moment où ils ne le sont plus. Et c'est là que se déroule une nouvelle tragédie pour Jacques Garfein. C'est ça. Alors ils arrivent tant bien que mal, tous les trois, avec très peu de moyens et en se cachant dans des voitures, en dormant. Bon, on raconte pas tout dans le film parce que c'est une épopée absolument incroyable et c'était une vraie difficulté d'ailleurs de choisir quelle histoire raconter. J'ai pu en raconter très peu finalement. Il y a un truc un peu remarquable dans son histoire et ça va le suivre jusqu'au bout de sa vie, c'est que et c'est Henry Miller qui le disait, he's a darling of the god, Jacques Garfein, et en fait c'est tout le temps, il lui arrive toujours d'être sauvé in extremis dans toutes les situations ou d'être choisi à chaque fois. Dans combien de camps est-il déporté ? Alors, de sa parole, il a été déporté dans 11 camps, parfois juste où il passait une journée, c'est-à-dire dans les marches de la mort, il s'est arrêté dans plusieurs camps. Et de mes recherches, j'ai pu en retrouver 7. Concrètement avec des registres, voilà. Donc ça a été très important de fact-checker dans le sens où moi j'ai un matériel à fournir dans le film et pouvoir pas corroborer mais d'avoir ce matériel quand j'énonce quelque chose. Oui. Je suis certaine que ça a été, et puis même avec la mémoire on ne sait pas comment les choses exactement peuvent donc il a fait au minimum 7 camps. C'est certain, je pense plus, mais parfois effectivement il s'est arrêté qu'une journée, mais il a pu le retracer. Il a écrit un journal quand il a été sauvé à 15 ans que j'ai récupéré, qui est en yiddish, un peu en allemand, que j'ai fait traduire. C'est un peu, c'est à la fois très intéressant et en même temps un peu, il a fait des chapitres, il raconte tout, les SS, c'est à la fois très compact, mais il y a beaucoup d'informations dans ce document. Et comment arrive-t-il aux États-Unis après la guerre ? Alors, et pourquoi les États-Unis ? Donc, il est sauvé à Bergen-Belsen en 1945.
La Suède accueille une partie. Là, c'était des orphelins. Il y a un orphelinat classique qui a accueilli les orphelins. Et donc, il a voyagé jusqu'à Malmö. Et en arrivant dans l'orphelinat, ils l'ont soigné. Il faisait quand même 23 kilos à la sortie des camps. Donc, il a eu une personne qui s'est occupée précisément de lui pendant quelques mois. Et après l'horreur des camps, les Suédois ont décidé et ont demandé à ces orphelins enfants survivants d'interpréter ce qui se passait dans les camps en pièces de théâtre pour que la population comprenne et arrive à que les informations passent. Et donc, il y a eu ces petites pièces de théâtre qui ont été montées. Et évidemment, Jack Garfein a fait partie des personnes qui ont été très impliquées et qui ont eu un rôle. Et ça a été une nouvelle révélation pour lui en jouant précisément une scène qu'on raconte dans le film où Jack Garfein va raconter une scène dans les camps. Et cette scène va être interprété et tous les gens sont absolument tombants en applaudissements devant la scène et il s'avère qu'il y avait l'ambassadeur des États-Unis en Suède qui assiste à ça et qui vient le voir et qui lui dit tu restes pas là, qu'est-ce qu'on fait, tu connais quelqu'un aux États-Unis, coup de chance, il avait un oncle aux États-Unis et ils organisent de le rapatrier aux États-Unis à ce moment-là. De toute façon, ça, c'est que des petites chances comme ça qui ne vont pas arrêter de le suivre. Mais évidemment, il va donc il va prendre un bateau suédois qui l'emmène aux États-Unis. Il tombe dans la plus grande tempête de 1946 qui va déporter le bateau. Oui, parce que tout est assez extraordinaire. Le bateau est déporté, arrive à Baltimore au lieu d'arriver à New York. Et il sort, personne pour venir le chercher. On l'accompagne dans un bus pour l'amener jusqu'à son oncle. Et il saute dans le bus, il court, il regarde partout, il court au fond du bus et il se retrouve rattrapé par le chauffeur du bus qui le jette à l'avant, qui lui dit les blancs devant, les noirs derrière. Donc ça, c'est son arrivée aux États-Unis et ça a été un choc. Et c'est ça qui va déterminer beaucoup de choses pour lui dans son art, dans le futur. Oui, parce qu'il découvre un pays qui n'est pas en fait uniquement celui de la liberté, c'est cela aussi, mais c'était aussi le pays de la ségrégation. Voilà, c'est ça. Et pour quelqu'un qui a été en fait une victime toute sa vie, pratiquement, c'est assez violent. À partir de quelle époque devint-il une vedette à Broadway, une vedette de la mise en scène à Broadway? Parce que il est d'abord un grand metteur en scène de théâtre. Alors, très rapidement, il est repéré par Piscator, qui lui donne des cours. Donc Erwin Piscator, donc, est un des grands metteurs en scène du XXe siècle. Voilà. Le théoricien du théâtre. Voilà, et il fait ses classes avec lui. Il est pris à la New School, qui est l'endroit à New York, hyper, je sais pas si on peut dire élitiste, mais si tu es choisi à la New School, pour rentrer à la New School, c'est un endroit absolument fabuleux. C'est comme être ingénieur et rentrer à Polytechnique. Bon, merci. Et à la New School, lui, il veut être acteur. Et il fait ses classes d'acting. Et très vite, Piscator lui dit... Et donc, parce que chacun son tour met en scène l'autre pour pouvoir jouer. Et très rapidement, Piscator le repère vraiment et lui dit... Il faut que tu travailles avec Lee Strasberg. Il faut que tu travailles la mise en scène. D'accord. Il voit tout de suite chez lui ce don de la mise en scène et le pousse à rencontrer Strasberg. Alors, Lee Strasberg, précisons, c'est l'un des très grands professeurs d'art dramatique, encore une fois du XXe siècle, avec une influence considérable à Hollywood. Je veux dire, véritablement, c'est lui qui s'occupe des plus grands. Il est entre autres choses le mentor d'Al Pacino. Oui. Et d'ailleurs, il tient le fameux rôle du gangster dans Le Parrain 2, en face de Pacino. Il passe une audition à l'Actors Studio et parmi, je ne sais plus combien de personnes, je ne veux pas me tromper, mais c'est peut-être 300 personnes, et il est le seul à être pris en tant que metteur en scène
à l'Actors Studio. Il y en a qu'un, c'est lui. Il travaille des pièces et son choix se porte sur The Strange One. Il va réussir le tour de force, déjà de présenter la première pièce de l'Actors Studio off-Broadway, et de présenter Ben Gazzara, qui fait un buzz absolument incroyable. Donc là, maintenant, il a 23 ans. Donc 17 ans, New School. Quelques années plus tard, il rentre à l'Actors Studio, peut-être 20 ans. Et très rapidement, la première pièce de l'Actors Studio de deuxième année est présentée sous la bannière de l'Actors Studio à Off-Broadway. C'est un tel succès donc c'est la première fois qu'il va donner d'ailleurs un rôle à James Dean. Il découvre Ben Gazzara et c'est programmé très rapidement, c'est programmé à Broadway. Et c'est un succès incroyable. Et c'est le nouveau Wonderkid de Broadway. Donc là, c'est le début de sa carrière réellement. Et donc véritablement, il a une carrière énorme qui se présente devant lui. Et bien évidemment, les choses vont devenir plus compliquées. C'est Sam Spiegel voit la pièce. Alors Sam Spiegel, c'est donc l'un des grands producteurs américains. D'ailleurs, il a produit un film d'Orson Welles, Le Criminel, et puis il va devenir un peu plus tard le producteur de Laurence d'Arabie, du Pont de la Rivière Kwai et de Dr Zhivago. Et il produit le film d'Elia Kazan Sur les quais, pour lequel il a un Oscar, juste avant de produire Jack Garfine plus tard. Et contacte Elia Kazan, dit que la pièce est absolument incroyable et propose à Elia Kazan de l'adapter au cinéma. Ça se déroule comme ça. Et Elia Kazan refuse absolument et dit maintenant cette pièce c'est la pièce de Jack et ce sera le film de Jack. Et là-dessus, Sam Spiegel s'engage avec la Columbia et Harry Cohn, qui est un grand... Le patron de la Columbia, oui. Voilà. Et signe Jack Garfine pour 10 films à Hollywood. À 23 ans. The first thing I did at the Actors Studio was to put on a play. Calder Willingham's End as a Man was the most subversive piece I could find. The book was sued by the New York Society for the Suppression of Vice. They were horrified. It was a scathing critique of macho culture of military schools, told with savage humor. The cast featured a bunch of young and unknown actors that I handpicked. James Dean, George Peppard, and Ben Gazzara. Good evening, ladies and gentlemen. We made a day from the Vanderbilt Theater to find out how End as a Man made the big step from off-Broadway. Nous avons parlé des deux films qu'il réalise. Il en réalise malheureusement deux. Il en réalise un premier, donc The Strange One, donc qui est l'adaptation, on va dire de sa pièce de théâtre. Puis un second qui s'appelle Something Wild, qui sera réalisé avec son épouse, Carol Baker, qui était une actrice très importante à Hollywood, la vedette de Baby Doll d'Elia Kazan. Ce qui est très frappant dans ces deux films, c'est ce que vous montrez très très bien dans votre documentaire, c'est que The Strange One se déroule donc dans une caserne de militaires, donc dans un milieu clos, alors que son second film, Something Wild, met en scène à travers le personnage incarné par Carol Baker, une jeune femme qui a été violée. Et donc, ce sont deux films qui, clairement, vous le montrez très bien dans vos documentaires, ont un lien direct avec la Shoah. Le fait que, justement, on se trouve dans un lieu clos dans le premier film de Jack Garfine, et dans ce second film, ce qu'on met en scène, c'est une jeune femme qui a été traumatisée, et ce traumatisme-là la retranche du monde parce qu'elle n'arrive pas à l'énoncer, et c'est une expérience qu'elle ne peut pas partager. C'est très frappant de voir quand même deux films à ce point marqués par la Shoah de la part d'un réalisateur qui en parlait peu à ce moment-là. Alors, quand vous dites un lieu clos pour le premier mais pas pour le deuxième, je suis d'accord et pas d'accord, parce que je trouve que quand même New York, alors que c'est vaste et ouvert, dans le film est un lieu clos. Enfin, ils sont enserrés dans cette ville, elle est enserrée dans cette ville. D'ailleurs, il n'y a pas de parole, on n'entend que des sons et on vit avec elle chaque un peu l'hypervigilance des traumatisés.
Donc, et on se sent dans un lieu clos alors qu'on est dans une ville ouverte. Et c'est filmé en extérieur. Ce qui est encore plus audacieux quand même et encore plus violent, parce que je dis il n'y a pas plus grand que New York, et donc d'évidence dans ce film il n'y a pas plus petit que New York tout soudain. Et de toute façon, Jack Garfein ne pouvait pas faire une œuvre, choisir une œuvre sans communiquer ce qu'il a vécu pendant la Shoah de manière plutôt indirecte, mais qui, je trouvais, très visible dans son œuvre, et qui va explorer sur plusieurs niveaux. La tyrannie dans l'armée, l'homosexualité latente, interdite, qui est quand même quelque chose d'assez aussi intéressant entre les cadets militaires, qui va à la fois dénoncer, on comprend qu'il a vécu, et ou qu'il a vu ou qu'il a vécu ce genre de choses-là assez clairement. Il vient pointer l'importance de ces minorités. Et quand on pense que avec la DOMA, Barack Obama a autorisé d'être homosexuel dans l'armée en 2011, ce film il est fait en 1957. On est quand même au cœur de choses de l'avant-garde en fait, dans la dénonciation de ces problématiques. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que ce metteur en scène et réalisateur si doué voit sa carrière tourner court, alors qu'elle était si prometteuse? Alors, écoutez, c'est très simple. Ce film se tourne dans le sud des États-Unis, en Floride, et sa scène de fin met en scène son protagoniste principal, Ben Gazzara, qui est une personne tyrannique avec les autres et qui est un peu evil. Ouais, maléfique. Maléfique, merci, pardon. Et qui va, dont la situation va complètement se retourner pour lui, et qui se retrouve, et c'est la scène de fin, jeté dans un train pendant la ségrégation dans le sud, avec des Noirs, et pour lui, c'est l'humiliation suprême. Ouais. Et il y a une espèce comme ça donc cette scène qui existe et qui a été tournée a été interdite, pas par Sam Spiegel, mais par Harry Cohn, parce qu'ils avaient peur de perdre la distribution dans le sud. Donc Sam Spiegel s'est chargé de venir voir sur le plateau en extérieur, Jack, et lui a demandé de ne pas le faire. Et Jack a répondu: tu ne demandes pas à un Auschwitz survivor de couper les Noirs dans son film, ça n'arrivera pas. Et ça a été un début de scandale pour la Columbia, et ils se sont organisés avec Ben Gazzara, ils ont tourné, et toute l'équipe, en cachette cette scène, en faisant bien attention de ne tourner aucune scène qui puisse être une scène de fin. Et le studio s'est retrouvé confronté avec cette problématique, et ont décidé d'annuler les 10 contrats à la Columbia de Jack Garfein. Oui. Donc ça a été le début de la chute pour lui, cette histoire. Oui, il se met à dos dès son premier film, l'establishment hollywoodien. Absolument. Ouais, il commet l'irréparable. Black people, it is still segregation. So I called Spiegel and I said, this is the ending. This is where Jocko is going to be thrown into a train like that. He said, what? Black people in a movie? We're not going to get distribution in the South. He knew that I would do something. So the night of the shooting, he gave orders to watch that no black actors were there. I couldn't believe it. And when the shot came up, I put the 2 actors in the train and we shot the scene anyway.
Because of that, my contract was canceled with Columbia. I'll be back! I'll get you guys! You can't do this to Jocko to Paris! I'll get you guys! I'll be back! I'll be back! Oh boy. Dans sa carrière ensuite de professeur d'art dramatique, vous montrez bien qu'il est d'abord extrêmement proche de Lee Strasberg, puis peu à peu, je veux dire, leur relation devient de plus en plus distendue. Qu'est-ce qui se passe justement pour que, là encore, Jack Garfein se retrouve un petit peu marginalisé au sein du microcosme de l'acteur studio? La relation de Jack Garfein avec Lee Strasberg a été très mouvementée, mais c'est vrai qu'ils ont été extrêmement proches. Jack Garfein dormait sur son canapé pendant des années. C'était devenu son père de substitution, puisqu'il n'avait plus de parents, puisque son oncle, en fait, ne s'est pas très bien occupé de lui et n'avait pas spécialement envie de le soutenir. Et donc, il a retrouvé en Lee Strasberg une figure forte, et qui lui a donné énormément. Et je crois qu'il s'est marié même avec Carol Baker chez eux. Ils ont tenu ils se sont occupés de faire tous les préparatifs du mariage. Voilà, ça a été vraiment fondateur pour lui. Mais comme dit très bien Forster Hirsch dans le film, je trouve, on se libère au bout d'un moment aussi de ses pairs, et en particulier de Lee Strasberg. C'est arrivé pour plusieurs personnes, et c'est ce qui s'est passé avec Jack Garfein. Au bout d'un moment, il n'a plus été d'accord avec ses méthodes. Je sais qu'il y a des élèves qui se sont suicidés à l'Actors Studio et que ça l'a beaucoup marqué. Alors D ou 1, je sais pas vous dire précisément. Et à un moment, il a un peu rompu dans un premier temps le contact avec lui. Et puis plus tard, il y a eu beaucoup de mouvements. Il s'est passé plein de choses. Il a créé des théâtres à New York. Il a fait son film avec Carol Baker en indépendant. Ils l'ont coproduit tous les deux. Il s'est entouré des meilleurs, de Saul Bass, de John Schiffman qui a fait Les yeux sans visage, Metropolis, voilà. Donc ça a été beaucoup. Il avait très très bon technicien sur son second film. Ouais, sur une production aussi modeste, c'est assez frappant. Oui. Mais il va décider un jour que la méthode qui est très élitiste et qui est très new-yorkaise, la méthode de l'Actors Studio, qui a été vraiment dessinée par Strasberg. Et par laquelle sont passés et vont continuer de passer, en fait, les plus grands acteurs américains, quoi, de Montgomery Clift, James Dean, Marilyn Monroe, et puis ensuite, Al Pacino. Presque tout le monde, quoi. Il va décider d'amener cette méthode à Los Angeles. Et donc, il va transplanter sur la côte ouest. C'est ça. Mais comme quelque chose, comme un geste presque révolutionnaire de l'intérieur. Pas comme c'était Los Angeles, c'était la publicité, c'était les fins heureuses. Et tout d'un coup, il se retrouve à prendre la décision et à consulter Paul Newman en lui demandant de l'aider à le faire. Et pense et trouve que cette méthode a besoin d'être sur le grand écran, mais comme quelque chose de révolutionnaire de l'intérieur qui va venir secouer Hollywood. Et Strasberg est absolument furieux et c'est non, et donc il va quand même emprunter de l'argent à Paul Newman, tout simplement financer ce voyage, et ils ouvrent un studio. Ça nous met ça dans les années 1960. Alors c'est en 66. Oui, c'est ça. Oui. Et contre l'avis de Strasberg. Et il monte une première pièce de théâtre qui a un succès phénoménal. Et Strasberg, du coup, approuve dans la foulée et accepte. Et Jack Garfein va devenir pendant 10 ans le directeur artistique de l'Actors Studio sur la côte ouest. L'un des aspects de
la méthode de l'acteur studio, c'est de recourir à la mémoire affective. Savoir que vous puisez dans votre expérience pour irriguer les rôles dont vous héritez. La personne justement qui prône cette méthode-là, en l'occurrence Jack Garfein, est quelqu'un qui justement reste très silencieux, pour ne pas dire mutique, pendant très longtemps, sur sa propre expérience affective, qui est celle des camps. Alors, moi, de ma rencontre avec lui à ce que j'ai entendu parler de lui, c'est quelqu'un qui en parlait très librement. Enfin, moi, j'ai eu un choc en le rencontrant, justement parce qu'il commence sur Hollywood, il finit sur une histoire de la Shoah, tout ça lié dans un seul même phrase sans point. Enfin, je veux dire, on est voilà, il passe son discours est à la fois très libre et très intéressant dans le sens où tu peux te confronter à ça. Et je pense qu'aussi c'est une dissociation. Enfin, je veux dire, il arrive à en parler très librement. Mais ça, chaque personne qui le rencontre, c'est un choc parce que il peut te raconter une histoire en passant de Hollywood à la Shoah très facilement. D'accord. Donc en fait, il n'en faisait pas non pas mystère, mais il n'était pas discret là-dessus, quoi. Et justement, ça a été ce que j'ai essayé de raconter dans le film. Enfin, j'ai essayé de faire ce film à l'image du personnage. Et dans le montage, on passe de sa petite enfance. Enfin, moi, je raconte l'histoire de l'enfant. Je raconte l'histoire de sa vie à travers les yeux de lui en tant qu'enfant. Et j'ai mis en place avec le monteur un récit tressé entre son enfance et la Shoah qui va traverser et justement son succès à Hollywood, enfin son succès à Broadway puis à Hollywood. Et je trouvais que ce récit tressé était à l'image du personnage. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui passe de l'un à l'autre, d'un instant à l'autre, et dont la mémoire très vive et qui presque il y a un côté où tu as l'impression que les images sont autour de lui. Et donc j'ai fait toute une recherche comme ça sur comment travailler la mémoire à l'image, la rendre visible. Puisque quand tu es avec lui, c'est visible. Et ça a été un long travail pour pouvoir retransmettre aux spectateurs ce que moi je ressens et ce que les gens ressentent quand on le rencontre et quand on échange avec lui. Vous l'interrogez longuement, et puis c'est quelqu'un qui passe à un moment beaucoup de temps en France. Comment expliquez-vous le fait qu'il ait en fait en partie trouvé une nouvelle patrie en France? Jack Garfein a divorcé de Carol Baker dans des conditions extrêmes et c'était un peu pour l'époque le procès avec Johnny Depp et Amber Heard, quoi. Enfin, c'était dans tous les médias. Il l'a attaqué pour cruauté. Cruelty, alors je sais pas la traduction précise maltraitance, voilà. Elle-même l'a aussi attaqué en retour. Elle l'avait déjà attaqué pour lui demander de l'argent. Pour le coup, c'était un procès hollywoodien. Voilà, et ça a été très compliqué. Ça a duré des années et il a perdu. Elle s'est expatriée après ça en Italie. Oui, et elle a continué de faire carrière là-bas. Voilà. Et lui, et je crois de sources pas sûres, enfin on va dire de sources off, était poursuivi par l'ARS, les impôts, par le fisc américain. Voilà. Donc a dû fuir les États-Unis après ce procès très médiatisé qui lui a coûté tout ce qu'il avait en fait. Et il a été accueilli en France. Il a eu d'abord une expérience avec Jean-Louis Barrault. On l'a invité et puis je crois qu'il a eu un très bel accueil en France. Il a eu plusieurs rétrospectives à la Cinémathèque de son travail et puis je pense qu'il a décidé de monter un studio en France assez rapidement. Et qu'il a trouvé effectivement une nouvelle vie en Europe, qui est aussi de là où il vient. Enfin, voilà. Oui, c'est ça. Je veux dire, en fait, il est le cercle s'est refermé. Oui, c'est ça. Oui.
Et puis il a pu, et c'est pas quelque chose que je traite dans le film, parce qu'il a fallu faire des choix, mais il y a une grande partie de sa vie, c'est 30 ans, il a été un grand directeur d'acteurs, un grand professeur d'acteurs. Il a influencé pas façonné, mais donné à beaucoup de gens français. Et pas que, puisqu'après il a monté aussi un Jack Garfien Studio aux États-Unis. Et puis après, c'était entre la France et New York qu'il a continué ses cours. Il est décédé en quelle année? En décembre 2019, quelques mois avant le Covid, qui a pour nous mis un coup d'arrêt pour le film puisqu'on ne pouvait plus tourner, et qui rétrospectivement, j'ai trouvé que c'était quand même un meilleur moment pour partir pour lui, qui était lui tellement dans la vie jusqu'à 89 ans. Je pense pas que être enfermé ou vivre ce moment aurait été plaisant pour lui. Voilà. Tessa Louise Salomé, merci beaucoup. Votre film, donc The Wild One, sort sur les écrans en France le 10 mai. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une nouvelle émission sur Academ. Jack became a great theorist of acting. How do you approach the actor? What's the nature of acting? A director with masterfully made films that can be placed at the beginning of independent film in America. I wanted to be an actor. It wasn't a choice. It was a calling. It was 1946 when I arrived in New York. When I first came here, I had nobody, and I followed my intuition. One day, Carol Baker arrived at the studio. This was the start of a wild love affair. I landed a 10-picture deal with Columbia, and Carol was cast in the starring role with James Dean in the movie Giant. Our success could only multiply, or so I thought. What's happened? Pourquoi est-ce que Hollywood vous en veut? Maybe the guy was cursed. Maybe it was his background. Having lived through a historical nightmare, he brought to his work an understanding of the human condition, an understanding of tragedy that can't be duplicated unless you've lived it. When the capos come near you and they ask you to go to their barracks to shine their shoes, start coughing, act sick, and they'll leave you alone. The whole theory of acting depends on the subconscious part. You have to use your life. Et chapeau bas.